C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre émission politique. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Bouillante avec le maire Thierry Abelli. Et puis, nous parlerons un petit peu agglo, puisque Thierry Abelli a été élu président de la communauté d'agglo du Sud-Bastère. Thierry Abelli, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir à vos téléspectateurs, bonsoir à la population de Sud-Bastère et en particulier Bouillante. Voilà donc une ou deux questions d'actualité. Alors l'actualité depuis 2 jours, c'est le départ du préfet Philippe Gustin. Alors est-ce qu'on peut dire que vous avez été satisfait en tant qu'élu, en tant que maire, des actions menées sur le territoire par le préfet Philippe Gustin? Il a dit suivre sa feuille de route. Il a dit, j'ai suivi une feuille de route et il était plus ou moins satisfait. Alors, est-ce que vous dites la même chose en tant qu'élu? Alors, moi, je pense qu'il a été dans son rôle. Effectivement, on lui avait donné une feuille de route. Il a suivi sa feuille de route. La majorité des cas, c'était dans l'intérêt de la Guadeloupe, en tout cas de faire avancer un certain nombre de dossiers. C'est sûr que parfois, il a été un peu, lui-même l'a employé le terme, un peu cruel sur la manière de faire. Mais bon, je crois que, en tout cas, sur certains points, les résultats ont été là. Je vous avoue que je n'ai pas d'avis particulier. Je vais dire, on a le représentant de l'État qui est sur notre territoire. Il a sa feuille de route. Il nous appartient, nous, élus, de nous positionner et en tout cas de faire en sorte que le représentant de l'État n'ait pas à s'immiscer dans les compétences qui sont les nôtres. Est-ce qu'on peut dire que vous vous êtes positionné, je parle en général, des élus en général, vous êtes positionné suffisamment pour justement faire face aux décisions qui ont été prises et annoncées jusqu'à son départ par le préfet? Parfois, ça a été difficile de nous mettre d'accord, c'est toujours là le problème. Et comme je dis, dans la division, l'État s'engouffre et prend la main. C'est un peu dommage. Et donc, il nous appartient en tout cas, nous élus, malgré nos différences, malgré nos divergences de vues et d'idéologie, de faire en sorte qu'on arrive en tout cas sur des positions, sur des sujets d'importance, comme l'eau, le transport, l'environnement, etc. Et d'arriver à avoir en tout cas de trouver du consensus pour qu'on ait qu'une seule voix qui s'exprime de manière à ce que cette voix-là résonne et que l'État ne se sente pas la possibilité, en tout cas l'opportunité de s'immiscer et de prendre des décisions à notre place. Là où la population a un petit peu crié, c'est concernant les radars tourelles, où le préfet a dit que les élus étaient d'accord sur l'implantation des 100 radars tourelles annoncés. Alors, c'est vrai qu'il y a une communication qui a été un peu différente sous cet aspect-là, parce que c'est vrai qu'il ne s'agissait pas, en tout cas, sauf si l'État a changé son fusil d'épaule, il ne s'agit pas d'implanter 100 radars tourelles sur le territoire, mais bien 100 cabines pour abriter ou accueillir des radars tourelles sur notre territoire, en sachant que le nombre de radars actifs sur le territoire ne devait pas dépasser le nombre de radars actifs actuellement. Et sur cette posture-là, effectivement, moi j'ai dit, effectivement, si on n'augmente pas le nombre de radars actifs sur notre territoire, je ne suis pas opposé, puisqu'effectivement, on constate quand même des drames sur les routes et qu'il faut en tenir compte. C'est absolument pas d'installer 100 radars actifs sur le territoire, mais bien 100 cabines pour accueillir je ne sais plus combien de radars actifs on a sur le territoire, je crois qu'on a une trentaine ou une quarantaine, c'est la même quantité qui devrait rester sur ce territoire. Et effectivement, sur cette posture-là, j'ai dit, compte tenu qu'il s'agit de préserver, en tout cas, préserver les vies humaines, je suis favorable dès lors que l'implantation, en tout cas ces cabines, même si ce sont des leurs, il n'y a pas de signalisation qui signale avant et après, suivant les sens de contrôle, la présence de ces équipements-là. Ouais. Alors, concernant aussi la question de l'eau, on sait que ça a été un sujet épineux, un sujet brûlant. Vous, élus, vous êtes aussi positionné concernant ce problème de l'eau en Guadeloupe. Et le préfet, avant son départ, le jour de son départ, a dit qu'il y avait une procédure de dissolution du SIAG qui avait été entamée. Vous êtes d'accord avec cela? Surtout qu'on avait dit que le SIAG n'avait pas forcément de problème financier, était revenu à l'équilibre. Alors, est-ce que c'est utile que le SIAG disparaisse? Alors, en tout cas, les chiffres qui ont été communiqués, en tout cas il y a quelques jours, depuis qu'en tout cas moi je suis devenu président de la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, sont très très préoccupants concernant le SIAG.
Aujourd'hui, le SIAG n'est pas en mesure d'assurer le salaire pour son personnel, en tout cas pour les mois à venir, à partir du mois d'août. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, il a lieu de se poser la question de la dissolution de manière à ce que les personnels, en tout cas les compétences, soient redistribuées au niveau des communautés d'agglomération membres, de manière à ce qu'on puisse permettre à la poursuite des activités qui est exercée jusqu'ici ou des missions qui est exercée jusqu'ici par le SIAG, c'est-à-dire savoir la distribution en eau. Donc aujourd'hui, la situation, en tout cas telle qu'elle m'a été présentée, effectivement, justifie que l'on liquide le SIAG de manière à préserver en tout cas les emplois et permettre à préserver le pouvoir d'achat du personnel. Est-ce qu'il s'agit bien de remplacer le SIAG par une autre structure, une structure unique de l'eau? Je crois que tout un chacun s'est positionné pour dire qu'il fallait une structure unique de l'eau sur l'ensemble du territoire. Alors évidemment, ce qui pose problème, c'est plus la gouvernance. Donc je crois, en tout cas, nous élus, on avance sur ce sujet-là. Ou si on n'avance pas suffisamment, encore une fois, l'État prendra la main pour décider de la manière dont les choses vont se faire. En tout cas, peu importe la manière dont c'est fait, j'espère en tout cas que la structure qui sera créée, en tout cas pour le Sud-Basse-Terre, soit en capacité, en tout cas, de permettre le développement harmonieux sur l'ensemble du territoire, indépendamment, c'est-à-dire des populations. Parce que très souvent, on a l'impression que quand on vient des petits territoires, je pense en particulier au sud-Basse-Terre, je pense à la Côte-Souvent, je pense au Nord-Grande-Terre, les îles du Sud, on a l'impression que parce qu'on ne représente pas beaucoup d'électeurs ou de populations, mais parfois on est oublié. Et il s'agit en tout cas de mettre en place un dispositif pour que ces territoires-là ne soient pas oubliés et qu'on réalise les aménagements, les investissements qui sont nécessaires de manière harmonieuse sur l'ensemble du territoire. Alors, est-ce que pour vous, ça va être un gros dossier à traiter, l'eau? Forcément. Je crois que tout le monde le dit, l'eau c'est la vie. Ça fait partie des priorités à traiter sur notre territoire, tout comme le transport, tout comme les déchets, le développement économique et l'emploi. Mais c'est effectivement, sans eau, il ne peut pas y avoir de vie et encore moins de développement économique, ni de développement social, ni de développement culturel. Donc c'est une des priorités. Alors, au niveau de la communauté d'agglo, on va arriver à votre commune, mais au niveau de la communauté d'agglo, on peut dire que vous étiez le mieux placé pour être à la tête de cette communauté. Vous faites quelque part l'unanimité, vous êtes l'homme pondéré, l'homme qui peut faire avancer les dossiers. C'est sûr que pour celles et ceux qui me connaissent, effectivement, j'ai un certain nombre de capacités qui font qu'effectivement, je suis considéré comme étant l'homme de consensus. Mais au-delà de tout ça, je crois que j'ai vu passer bon nombre de polémiques alimentées par les socialistes suite à cette élection pour rappeler à la population guadeloupéenne, en particulier celle du Sud-Basse-Terre, que l'élection du président et des vice-présidents d'une communauté d'agglomération se fait par une élection. C'est l'expression démocratique. J'ai entendu ici et là parler de déni de démocratie. Parfois, ça a même été repris par certains journalistes, certains de vos confrères. C'est vraiment l'expression démocratique qui s'est exprimée, puisque l'élection se fait par une élection, le choix se fait par une élection uninominale à scrutin, à bulletin secret. Donc chaque candidat, les 44 conseillers communautaires, a la liberté de se présenter pour être élu. S'il est vrai que depuis la fin des élections, en tout cas les résultats, la proclamation des résultats des élections municipales le 28 juin, j'ai pris la tâche d'un certain nombre de personnes avec lesquelles je pense, en tout cas nous avons la même sensibilité, ou en tout cas qu'on a l'habitude de travailler ensemble, de manière à constituer une majorité de travail. Je dis bien une majorité de travail, pas une majorité politique. Je crois que nous l'avons démontré. La différence, c'est que chacun garde sa liberté. De penser d'idéologie, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'autorité hiérarchique, même si je suis président sur un tel ou un tel. C'est une majorité de travail. D'ailleurs, c'est ce qui n'a pas été compris par le passé, qui faisait que parfois il y avait des frictions, parce qu'on peut ne pas être d'accord avec la ligne directrice prise par la présidence. Et c'est ça la différence entre la majorité de travail et la majorité politique. Nous avons constitué cette majorité de travail qui a été relativement forte, avec des élus d'une nouvelle génération qui ont compris que voilà, on s'engageait sur un projet avec des objectifs très clairs, qui consistent à dire, c'est poursuivre le travail entamé depuis mars 2019 pour redresser cette structure, tout en essayant d'apporter des réponses très concrètes et très claires à la population dans le domaine de l'eau, le domaine du transport, de l'assainissement, du développement économique, du tourisme. Voilà, des questions très très concrètes. Alors évidemment, on sait que ce sera très très difficile, parce que la situation, malgré le fait que les chiffres sont très loin de ce qu'on avait pu
colporté il y a encore plus d'un an. C'est-à-dire on a parlé de 75 millions de déficit, mais la situation, même si ce n'est pas celle-là, la situation reste très, très, très préoccupante. Aujourd'hui, quels sont les chiffres? Nous avons une collectivité qui a un déficit de trésorerie, je parle, qui est relativement important. Nous avons démontré, en tout cas, et la Chambre d'ailleurs l'a confirmé à peu de choses près, que le déficit au 31 décembre, je parle du déficit budgétaire au 31 décembre 2018, était de 13 millions d'euros, donc très loin des 75 millions annoncés. Le budget primitif 2019 a été voté, rectifié par la Chambre régionale des comptes avec un déficit prévisionnel d'un peu plus de 27 millions d'euros. Et là, nous sommes, dans les jours à venir, nous présenterons en tout cas le compte administratif que nous soumettrons à l'ensemble des élus communautaires qui devrait en tout cas faire apparaître un déficit au 31 décembre 2019 de un petit peu plus de 21 millions. Donc en deçà des prévisions de la Chambre régionale des comptes. Donc le travail a commencé. Il s'agit simplement de dire à cette majorité de travail, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour que je sois la tête de liste, pour mener, en tout cas pour conduire cette majorité de travail, pour continuer ce travail-là. Évidemment, il faudra quand même, même si la situation est très très difficile, répondre à un certain nombre de problématiques sur notre territoire. Les 11 communes bouillantes jusqu'à Capesterre. Et donc c'est ce que nous avons pris comme engagement, en tout cas entre nous, pour constituer cette majorité de travail et vis-à-vis des populations des 11 communes. J'entends ici et là que certaines communes ne sont pas représentées au sein du bureau. Je rappelle que les communes qui ne sont pas présentes au bureau, en tout cas en qualité de vice-président, ce sont les communes qui n'ont pas fait acte de candidature. Vieux-Habitants, il n'y a pas eu de candidature. À Saint-Claude, il n'y a pas eu de candidature. À Terre-de-Haut, il n'y a pas eu de candidature. Et donc aujourd'hui... Pourquoi? Est-ce que vous vous êtes interrogé là-dessus? Mais tout simplement parce qu'ils étaient pleinement conscients que la majorité de travail que nous avions était beaucoup plus forte. Et comme c'est une élection, du premier vice-président jusqu'au dernier vice-président, c'est une élection, forcément ce sont des rapports de force. Je rappelle que dans toute vie démocratique, il y a deux temps forts. Le temps de l'élection et le temps du travail de l'action. Le temps du travail de l'action, nous l'avons dit, c'est d'œuvrer de manière harmonieuse sur l'ensemble du territoire pour les 11 communes, en faisant en sorte que des choses se fassent objectives sans clive, sans discriminer quelconque territoire. Et nous avons le temps des élections, qui est un temps où c'est l'expression du rapport de force des groupes. Je veux dire, c'est ça, c'est les plus forts qui s'expriment en fonction de la force qui est. C'est le rapport de force qui s'exprime. Aujourd'hui, nous sommes 24 dans cette majorité de travail. C'est une majorité absolue sur les 44. Donc forcément, s'il y a une élection, le président jusqu'au dernier vice-président, forcément, nous allons gagner ces élections-là. Mais pour autant, je rappelle qu'au niveau du bureau, il y avait la possibilité pour que les communes de Saint-Claude, de Vieux-Habitants ou de Terre-de-Haut fassent partie en tant que membres, sans délégation, sans être vice-président. À aucun moment, ils n'ont évoqué cela. Et je vois sur les réseaux sociaux dire qu'on a fait un putsch politique, parce que les populations qui avaient choisi certains auraient pensé que c'était eux qui auraient été à la manœuvre. Je rappelle que dans chaque commune, les électeurs ont fait le choix d'une équipe municipale. Bouillante, Vieux-Habitants, Baillif, Basse-Terre, Saint-Claude, Trois-Rivières, Saint-Claude, Vieux-Fort, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Et en fonction du choix qui a été fait par la population, ils ont désigné des représentants qui vont se retrouver au sein d'un conseil communautaire composé de 44 personnes. Et ce sont ces 44 personnes, par une élection, qui choisissent le président, les vice-présidents. Donc forcément, quand il y a un vote, c'est le rapport de force qui s'exprime. Et d'ailleurs, ça m'a fait rigoler parce que depuis hier, j'entends par rapport à ce qui s'est passé dans le Nord Basse-Terre, les socialistes se plaindre, puisqu'ils étaient persuadés d'avoir la majorité absolue. Malheureusement, il semblerait que quelques voix leur aient échappé. Ils crient au loup. Donc, dans la même configuration sur le Nord Basse-Terre, ils étaient censés être en majorité absolue. Ils auraient fait la même chose. Ils auraient, dans leur majorité de travail, choisi Adrien Barraud comme président, et les vice-présidents, ils auraient choisi qui ils veulent. Donc c'est le même principe, c'est une expression démocratique. Et quand j'entends les uns et les autres dire qu'il y a eu un déni de démocratie sous prétexte qu'à Baillif, Mme Ponchatteau a gagné face à Sylvie Gustave Duflot, ça me fait rigoler. Il n'y a que 130 voix qui séparent Mme Ponchatteau de Mme Gustave. En quoi Mme Gustave serait moins légitime à représenter une partie de la population au sein de ce conseil communautaire ? Les 400 voix qui séparent Attala avec Marius Panchard, en quoi Marius Panchard serait plus illégitime que les autres? Et ainsi de suite, je pourrais égrener. À Vieux-Habitants, pareil. Est-ce qu'on peut dire là, Thierry Abelli, en ayant un franc-parler, est-ce qu'on peut dire que ce sont les élections régionales qui sont déjà en train de se jouer à travers les postures des uns et des autres?
Évidemment, il y a un rapport de force qui s'extrait entre le GUSR et le Parti socialiste. Ça, c'est le jeu démocratique politique. Ça, c'est leur affaire, chaque effectivement. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai toujours dit que localement, je n'aurais pas l'intérêt de rentrer dans un quelconque parti, même si j'ai des alliés, j'ai des partenaires, parce que on est toujours dans ce rapport de force. Ça, c'est le jeu, j'allais dire. Mais indépendamment de ce jeu-là, je veux dire, il faut qu'à un moment donné, que les gens soient conscients que quand le rapport de force n'est pas en leur faveur, qu'ils acceptent et qu'ils s'inclinent face à l'orientation de ce rapport de force. Je prends un exemple. Conseil départemental. Ce sont des conseils départementaux qui sont élus sur chaque territoire, qui, une fois élus, se réunissent pour désigner un président et des vice-présidents. Là aussi, pareil, ce sont les rapports de force qui orientent le choix du président, le choix des vice-présidents, par élection. Je veux dire, aujourd'hui, en 2015, la Côte-sous-le-Vent, je parlais de vieux habitants, Bailly, Bouillant, Pointe-Noire, disposait d'un vice-président au sein du conseil départemental, à la présence de Jules Otto d'ailleurs. Depuis 2015, pourtant, nous avons encore plus de conseillers départementaux sur cette partie du territoire, puisque nous avons Breslau, nous avons Arbaud, nous avons la maire actuelle de Pointe-Noire, et pourtant, la Côte-sous-le-Vent, en tout cas ces 3 communes-là, ces 4 communes-là, n'ont aucune vice-présidence. C'est pas pour autant qu'on a entendu les populations crier pour dire « Ah oui, mais nous avons choisi des élus et qu'il était normal et que c'était à eux d'être au sein du bureau du conseil départemental. » C'est le jeu démocratique. Je veux dire, vous faites des choix à un certain niveau. Après, ces choix-là se réunissent pour faire des choix en mettant en place ce qu'on appelle le rapport de force. Si le rapport de force est en leur faveur, ben forcément, ils se retrouvent en responsabilité. S'il ne l'est pas, mais après, tout simplement, il s'agit de faire preuve d'intelligence, de se rapprocher pour travailler. Parce que alors justement, pour autant, je rappelle qu'Arbaud, que Breslau, Camille et Elisabeth ont toujours travaillé avec la majorité du conseil départemental actuel. Alors justement, est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous dites comment est-ce qu'on pourra travailler en étant dans cette situation où les uns et les autres sont mécontents par rapport à cette présidence et ces vice-présidents? Est-ce que vous aurez la possibilité de travailler en toute sérénité? Je crois que la nature montre chaque jour qu'il y a des périodes. Vous savez, après la pluie et l'orage, il y a toujours le beau temps. Donc il va arriver un moment où les gens vont se calmer quand ils verront qu'effectivement, c'est comme ça et qu'ils n'y pourront rien et qu'il faudra travailler pour cette population du Sud-Bastère parce qu'il y aura des comptes à rendre dans 6 ans. À ce moment-là, ils se mettront au travail. Ils seront les bienvenus. De toute façon, je dis dès aujourd'hui qu'ils sont déjà les bienvenus puisque je leur rappelle qu'ils peuvent faire partie du bureau en étant des membres simples, conseillers communautaires sans délégation. S'ils le souhaitent, ils peuvent rentrer. Lors du vote le vendredi dernier, alors comment ils ont évoqué ça? Ils ont été bloqués sur les vice-présidences parce qu'ils considéraient que sous prétexte qu'ils ont été élus dans leur territoire, que, en étant d'ailleurs en minorité dans ce rapport de force, que des postes leur étaient acquis. Donc vous êtes serein sur la situation et honnêtement, peu importe, vous continuerez? Honnêtement, la situation de la communauté d'agglomération est suffisamment catastrophique pour que je concentre mon énergie à essayer de faire avancer cette collectivité dans l'intérêt des 11 communes plutôt que de me soucier, j'allais dire, des ressentis de quelques élus. Et vous êtes ferme là-dessus? Oui. Thierry Abelli, nous aurons l'occasion de vous suivre au niveau de ces actions parce que, comme vous l'avez dit, il y a des dossiers brûlants et il faudra bien s'y atteler. Selon vous, quel serait le dossier prioritaire? Vous en avez cité quelques-uns, mais parmi tout cela, quel serait le dossier prioritaire? Au niveau de la communauté d'agglomération du Sud-Bastère, redresser les finances, parce que sans finances, vous ne faites rien. Aujourd'hui, on se retrouve en situation de colmater les brèches. Je suis le président depuis bientôt une semaine. Voilà, on colmate les brèches parce qu'effectivement, il y a des manquements par-ci dans tous les domaines. Donc, forcément, la première des priorités, c'est de redresser financièrement pour pouvoir effectivement se poser et faire de la prospection et développer, j'allais dire, le territoire. Est-ce que vous avez la recette pour justement redresser les finances? On a déjà commencé, c'est déjà se serrer un peu plus la ceinture, en tout cas sur certains domaines. Je parlais tout ce qui concerne les dépenses à caractère
générale, je vais dire l'eau, le téléphone, les consommations de carburant, les véhicules, etc., etc. Bien maîtriser la masse salariale, donc ça veut dire qu'en tout cas, tant qu'on n'aura pas une visibilité ou en tout cas une situation redressée, il ne faudra pas envisager en tout cas de recrutement, sauf si c'est vraiment indispensable pour permettre d'atteindre cet objectif-là. C'est quoi d'autre? C'est aussi trouver la trésorerie pour qu'on puisse régler les dettes fournisseurs qui sont quand même relativement élevées. Combien? Aujourd'hui, on a environ 47 millions de dettes fournisseurs, de l'argent qu'on doit à des fournisseurs. Alors, ce qui est, c'est-à-dire rassurant, entre parenthèses, c'est que, sur cette étape, plus de 85% concernent des grosses entreprises. C'est pas pour autant que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les régler, mais en tout cas, quand je me suis rendu compte en arrivant en mars 2019 que c'était concentré essentiellement sur quelques fournisseurs, je me suis dit, au moins, dans notre malheur, on ne pénalise pas trop, j'allais dire, l'économie locale. Mais pour autant, il faut qu'on trouve des solutions. Donc, il faudrait qu'on arrive à bancariser cette dette-là, de manière à ce qu'on puisse solder, en tout cas, ce passif-là, et repartir sur de nouvelles bases, dans l'intérêt de notre territoire et dans l'intérêt aussi de ces entreprises-là, puisque malgré tout, ce sont des entreprises qui font tourner l'économie, qui ont des salariés. Et j'allais dire, les entreprises ne sont pas dans un état d'esprit de philanthrope, il faut bien qu'elles gagnent de l'argent. Donc voilà les priorités. En même temps, à côté de ça, il faut aussi, j'allais dire, apporter des réponses à la problématique de l'eau. Je veux dire, j'ai de plus en plus de collectifs qui se désignent, en tout cas qui se font connaître et qui veulent qu'on leur apporte des réponses. Alors, dans un premier temps, j'ai reçu un collectif en tout début de semaine. L'idée, c'est il faut qu'on arrive aussi, parce qu'on ne va pas y arriver tout seul, uniquement les élus. Je compte beaucoup sur la population du Sud-Basse-Terre et en particulier les associations d'usagers, parce que leur dire effectivement, la réalité, personne ne la conteste, en tout cas certainement pas moi. Concernant les difficultés, sur le fait que les réseaux n'ont pas été entretenus, etc., etc., et les manquements qui existent aujourd'hui. Mais il est clair que nous n'avons pas l'argent pour tout faire d'un coup. Et quand bien même nous aurions l'argent, j'allais dire, techniquement, nous ne sommes pas en capacité, puisque faire des travaux, ce n'est pas avec une baguette magique, ça nécessite un certain temps. Et donc, il faut qu'on avance ensemble, qu'on arrive à se mettre d'accord et qu'on crée le lien entre les usagers et nous, restaurer la confiance. Et en tout cas, en ce qui me concerne, dans un premier temps, ce serait des associés sur les décisions que nous prenons. J'envisage, j'ai déjà proposé en tout cas à mon bureau, de créer une commission eau, assainissement, et de demander en tout cas les associations du Sud-Basse-Terre qui ont en tout cas dans leur objet la défense des intérêts des usagers sur le Sud-Basse-Terre, d'intégrer cette commission-là pour que nous travaillions ensemble et qu'elle touche du doigt la réalité aussi. Parce que très souvent, quand les élus parlent, on a l'impression que il y a cette méfiance. Voilà, il y a cette méfiance. Mais en vivant la chose de l'intérieur, elle se rendrait compte de la réalité, des difficultés que nous rencontrons, et qu'aujourd'hui, j'allais dire, indépendamment de rechercher la responsabilité, puisque aujourd'hui, je suis en responsabilité, il ne s'agit pas de dire, c'est les autres avant moi et compagnie. Je considère que maintenant, c'est moi qui suis le responsable, avec un certain nombre des élus communautaires, et il faut qu'on apporte des réponses très concrètes à notre population. Nous aurons l'occasion d'y revenir, puisque nous ferons en sorte, au fur et à mesure, que vous puissiez parler à cette population et surtout nous dire comment vous avancez. Et juste avant de terminer, on va essayer de dire deux mots concernant la commune de Bouillante. Vous avez été élu dès le premier tour. Comment interprétez-vous cette victoire ? Déjà, pour profiter de votre antenne pour réitérer mes remerciements à la population, je crois que c'est le travail, en tout cas, parce que je ne pense pas que les électeurs bouillantais m'aient choisi dès le premier tour face à 5 candidats, je rappelle, avec 928 voix d'avance sur le second, uniquement sur mes beaux yeux, sur une expression classique. Donc je crois que la population, d'une part, a reconnu le travail, a reconnu dans cette équipe-là l'équipe capable de faire Bouillante, permettre à Bouillante de continuer, mais en tout cas, j'entrevois aussi une forte attente qui s'est cristallisée sur mon équipe en disant oui, effectivement, il a fait, il est capable de faire, donnons-lui la force pour qu'il fasse encore plus. Et c'est vrai que c'est là, comme j'ai dit à mes collègues conseillers municipaux, c'est de dire c'est bien, c'est une très belle victoire, mais ça voudra dire qu'il faudra qu'on travaille encore plus, parce qu'il y a beaucoup d'attentes et qu'il faudra qu'on soit à la hauteur. Et en tout cas, je me suis engagé à être à la hauteur. De toute façon, celles et ceux qui me connaissent savent qu'en général, quand je prends des responsabilités, j'y vais jusqu'au bout, je me donne les moyens de réussir. Aurez-vous le temps de vous occuper de votre commune avec le travail qui vous attend au niveau de la communauté ? Bien sûr.
Sinon, j'aurais pas choisi, en tout cas, ces deux responsabilités. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime relever les défis, les challenges. Je ne suis pas suicidaire. Si je savais qu'être président de la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre, où on mettrait en cause ma légitimité ou mon implication, ou j'allais dire le soutien de ma population, je n'aurais pas été. Je ne suis pas suicidaire. Merci Thierry Abelli d'avoir été sur ce plateau. Nous aurons l'occasion de vous revoir pour parler exclusivement de la commune de Bouillante et puis de vos ambitions futures. Merci d'être venu. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.